Bonjour tout le monde, mon nom est Lisa Leclerc. Je suis agente de projet pour la CBDC Restigouche et je travaille sur l'initiative Prêteurs Novateurs. Je suis fière d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre deuxième panel de discussion. Vous savez probablement, les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des barrières lorsqu'elles sollicitent du financement pour leur entreprise. Aujourd'hui, on a réuni des prêteurs et des femmes entrepreneurs afin d'alimenter une conversation sur le thème d'entretenir des relations entre les prêteurs et les femmes entrepreneurs. Prêteurs Novateurs est livré par la Corporation au bénéfice du développement du Restigouche, donc la CBDC Restigouche. Ceci grâce à un financement de projet fourni par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral. Dans le cadre des fonds de l'écosystème SFE, il est administré par l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'APECA. Avant de débuter le panel de discussion, nous tenons à souligner que les membres de l'équipe de Prêteurs Novateurs vivent, travaillent et socialisent sur les territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Mi'kmaq de Gaspé-Gawagi, située dans la région des traités de paix et d'amitié de ce qui est maintenant connu comme étant le nord du Nouveau-Brunswick et l'est du Québec. Il est maintenant temps d'ouvrir la conversation et de rencontrer nos panélistes. La première personne à se présenter va être Mylène Blanchard de la Caisse Desjardins, Ontario. Bonjour, Mylène Blanchard. Moi, je suis vice-présidente service aux entreprises dans la région d'Ottawa et de l'Est ontarien avec la Caisse Desjardins Ontario. Desjardins, c'est une coopérative financière de premier plan qui offre des services financiers à ses membres et ses clients partout au Canada. En Ontario, le regroupement de 11 caisses qui étaient présentes à l'échelle de la province a permis de créer en janvier 2020 la Caisse Desjardins Ontario. Puis, ça représente à peu près 90 milliards d'actifs, 130 000 membres, 51 points de service, plus de 700 employés, dont 130 qui travaillent au secteur entreprise. Puis, mon équipe est constituée de directeurs de compte, puis de conseillers où le focus est axé sur le développement du marché commercial. Donc, moi, mon nom est Vincent Chassé et je travaille pour Uni Coopération financière, donc la branche vraiment au niveau du secteur commercial qu'on appelle Uni Entreprise. Donc, je travaille avec des entrepreneurs au quotidien, principalement pour du prêt, mais non seulement du prêt, c'est vraiment, on englobe vraiment tout le service qui est au niveau du service entrepreneurial. Donc, Uni, c'est une coopérative, eux aussi, un peu en partenariat, on pourrait dire, avec Desjardins. Puis là-dessus, on est bien impliqué là, dans notre communauté, là, nous aussi. Mon nom, c'est Jolène Thibault et je suis propriétaire de Marché du Mai à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. C'est une épicerie locale qui offre des produits santé, des produits faits à tendance plus locaux. Qui est en affaires depuis un peu plus de 35 ans, mais ça fait 4 ans que moi et mon conjoint, on est propriétaires. Oui, Vanik. Je m'appelle Vanik Chia, je suis directrice générale d'une entreprise parajuriste qui s'appelle Alternative Legal Service Firm Inc. Nous sommes situés à Edmonton, Alberta. Nous vendons des services d'agents juridiques. Nous faisons des représentations en tant qu'agents juridiques devant la Cour provinciale de l'Alberta et devant la Cour de travail de l'Alberta. Moi, c'est Véronica Gobeil. Je suis docteure en chiropratique et propriétaire de la clinique Passion Santé. On est situé à Atholville, au Nouveau-Brunswick. Puis, dans le fond, la clinique Passion Santé, c'est une clinique interdisciplinaire qui regroupe plusieurs professionnels de la santé comme chiropraticiens, massothérapeutes, médecins, acupuncteurs, etc. Puis aussi, on a une section boutique, dans le fond, qui offre des produits de supplémentation spécialisés pour complémenter, dans le fond, nos soins comme la naturopathie ou autres services de ce genre. Oui, moi, c'est Denis Boudreau de la Banque de développement du Canada. Moi, mon rôle, c'est directeur de compte genre hybride. Typiquement, la banque est divisée en 2 volets de services principaux, qui est le financement commercial pour tout projet. Le deuxième volet, c'est nos services experts conseils pour lesquels on a des collègues sur le terrain qui font de l'accompagnement avec les entrepreneurs pour les guider dans leur épreuve ou l'amélioration de certaines connaissances et aptitudes. Ça, c'est le volet le moins connu de la banque, mais c'est celui-là certainement auquel on détient plus de valeur parce que c'est sûr que l'ajout de connaissances essentielles, c'est quelque chose
duquel peut-être qu'on peut prendre pour acquis parfois. La Banque de développement du Canada, nous autres, on compte à peu près 3800 employés autour du pays, non seulement qui font face à des clients, mais de tout le côté soutien administratif, légal, gestion de portfolio et toute la machine. Nous autres, notre portfolio compte à peu près 70 millions de clients. Nous autres, nos spécialisations dans le financement, c'est le financement à terme. Mais on est toujours innovateur, nous autres, du point de vue de l'offre. On essaie toujours de la mesurer au projet du client. Je fais tout à la blague à ma gestionnaire qui est située à Moncton, que chaque fois qu'on discute un projet, je dis prépare-toi, c'est non standard, mais je dis ça à chaque projet qui fait que c'est rendu, le non standard, c'est rendu la norme. Moi, je desserre tout le nord-est de la province, de Niguac là-bas jusqu'à Flatland et tout ce qu'il y a entre, qui fait que plaisir de vous rencontrer tous. Donc, on va passer à la première question. C'est qu'est-ce qui est une caractéristique d'une bonne relation professionnelle entre un prêteur et une femme entrepreneur? Qui aimerait commencer la discussion sur cette question-là? OK, Véronica? Oui, moi, je peux commencer. Ce que je trouve qui est vraiment, vraiment important entre un prêteur et un entrepreneur, premièrement, c'est une bonne communication entre, dans le fond, les deux parties. Pour ce faire, moi, je trouve que la bonne communication commence par vraiment établir des critères qui sont clairs de qu'est-ce que le prêteur a comme besoin et qu'est-ce que, dans le fond, l'entrepreneur, de son côté, a aussi comme besoin. Puis essayer de vraiment établir ces critères-là parce que des fois, on dirait qu'il peut y avoir une incohérence entre qu'est-ce que nous, on a besoin et qu'est-ce que le prêteur a besoin, techniquement. Fait que je trouve que établir, là, de débuter vraiment avec une bonne communication à ce niveau-là, c'est un bon point de départ. Puis, évidemment, un autre bon point important que je trouve, c'est vraiment le respect mutuel parce que des fois, on peut s'emporter quand il y a une question de notre entreprise puis le volet financier. Ça peut jouer au niveau émotionnel des deux côtés. Fait que je trouve que maintenir un bon respect là, puis une bonne, comme je disais, une bonne façon de s'exprimer et tout, je trouve que c'est vraiment deux points qui devraient être mis de l'avant des deux côtés, dans le fond, des deux parties. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y a un de nos prêteurs qui voudrait faire suite à ça? Oui, je peux continuer sur ce que Véronica a commencé. Donc, je suis vraiment d'accord. Puis, d'être à l'aise dès le début, j'ai trouvé que c'était vraiment important. En ayant un prêt avec mon conjoint, c'est sûr que m'avoir senti égale à mon conjoint quand on est venu avoir l'institution financière, c'était vraiment important pour nous. De ne pas savoir aussi fait juger par notre âge ou avoir nos idées, puis vraiment être respecté dans nos idées, puis notre vision. Aussi, ce que j'ai trouvé super intéressant puis pratique, c'est que ça s'est fait vite, puis la facilité de communication aussi entre les deux. Donc, quand on appelle l'institution financière qui répondent, puis qu'il n'y a pas trop d'attente entre les communications, c'était vraiment important pour nous. Le processus allait plus vite, puis c'est vraiment ce qu'on voulait. Merci. Denis, je crois que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, du point de vue des prêteurs, c'est sûr que si j'étais pour répondre par rapport aux expériences et les attentes, c'est sûr que du côté des prêteurs, de la transparence, on sait que pas tout est beau et parfait, surtout des performances financières antérieures qu'on regarde. C'est sûr que on voit qu'il y a des obstacles dans chaque secteur commercial. La meilleure chose à faire, c'est d'être complètement transparent et de même être volontaire de partager l'information auquel on a des épreuves à franchir ou est-ce qu'on a certains objectifs que peut-être qui n'ont pas été rencontrés parce que surtout de plusieurs des prêteurs, pas juste la BDC, mais pas mal tout le monde autour de la table, incluant d'autres partenaires aussi, on apporte toute une approche client-main assez holistique où on veut savoir où est-ce qu'on peut cadrer, où on peut emmener de la valeur. Je pense qu'une des choses qui est vraiment importante, qui est vraiment sous-utilisée aussi, c'est l'encadrement par rapport à l'horaire. Qui sont potentiellement d'autres joueurs? C'est quoi les coûts avant, durant et après avec certains fournisseurs de services, genre
cabinet juridique, firme d'ingénierie, architecte, on peut toutes les nommer, mais c'est de savoir comment gérer les attentes pour s'assurer qu'il n'y a aucune surprise durant le processus, puis vraiment avoir une ouverture d'esprit pour inciter les questions, sachant qu'il n'y a aucune question niaiseuse, surtout en business, puis que l'intention est pure, qu'on travaille tous les deux dans le même objectif. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire suite? Bien, moi, je dirais, tout le monde a pas mal répondu. Communication, c'est super important. Puis la proximité, moi, je dis toujours à mes directeurs de compte, soyez près de vos membres, connaissez leurs enjeux, connaissez leur réalité, c'est quoi leurs besoins maintenant, qu'est-ce qu'on voit pour le futur, puis à la limite, c'est quoi leur rêve? Parce qu'un rêve, c'est en prévision d'eux, mais on ne peut pas nécessairement tout de suite l'atteindre. C'est important aussi pour dire un peu qu'est-ce que Denis disait. Il est important de mettre les attentes dès le début, d'être transparent. Faut pas. Moi, je dis toujours à mes directeurs de compte, ce n'est pas de tout donner au client ce qu'il demande. Des fois, ce n'est peut-être pas dans son intérêt, mais plutôt de l'outiller, puis d'essayer de travailler avec lui. On devient un peu, le prêteur doit devenir un partenaire financier, tout comme l'aviseur légal, tout comme le comptable, puis de marcher main dans la main, de bien connaître le secteur d'activité, renseignez-vous sur l'entreprise. Puis je pense que ça facilite la communication, la conversation, puis les projets qu'il va avoir avec les prêteurs. Fanny, qu'est-ce que tu as fait? Si je pourrais mettre du pouce là-dessus. Ah, excuse. Si je pourrais mettre du pouce là-dessus, c'est-tu Mylène ton nom? Oui. OK. En tant que directeur de compte, travaillant avec des entrepreneurs, autant femmes que hommes, une des forces que l'on doit faire en tant qu'institution financière, c'est d'écouter. Puis ça résume vraiment bien ce que vous avez dit, toute la gang. C'est nous, de notre côté, on doit écouter. J'ai toujours pour dire, on a eu 2 oreilles et une bouche. Utilisons nos 2 oreilles parce que de cette façon-là, ça résume très bien là, de reconnaître les besoins, reconnaître la vision. Puis en même temps, là, on va d'une certaine façon que c'est correct d'avoir des discussions qu'on rêve. Là. C'est correct d'avoir des discussions que des fois, la logique n'est plus là, mais c'est de comprendre un peu où ce que cette personne-là veut aller. Puis en même temps, c'est de voir le end result, mais c'est de revenir au moment aujourd'hui, de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y rendre là? Un peu un brainstorm. Puis, je pense de cette façon-là, c'est là qu'on est vraiment capable de faire un bon bond, de connecter avec notre client, qui est vraiment capable qu'on vise non seulement sur du court terme, mais vraiment du long terme. Je vais joindre tout le monde sur l'aspect du fait qu'il faudrait le respect de l'idée de l'entrepreneur. Parce que souvent, nous, les entrepreneurs, nous nous sentons frustrés quand le prêteur ne respecte pas l'idée, ou bien la façon dont c'est aussi une question de communication. La façon dont ça a été communiqué et la façon dont le prêteur et l'entrepreneur communiquent avec le prêteur. Donc, je joins tout le monde, c'est important. Parce que j'ai ma propre expérience et surtout avec mon idée, mon entreprise est un peu différente. Donc, j'ai un peu vécu ce manque de, si je peux utiliser le terme, ce manque de respect sur l'idée de mon entreprise. Donc. OK. Donc, ton expérience a été un peu plus négative. Oui. OK. Parce que quand ils ne comprennent pas ton idée, c'est un problème. Et c'est là où je dis, non, ça ne doit pas être un problème si tu ne comprends pas. Au contraire, c'est un moyen pour toi de comprendre, d'apprendre. Et je pense que c'est là l'importance autant des 2 parties que l'institution financière que je disais d'écouter, autant le parti de l'entrepreneur, si ce n'est pas clair, là, on se pose des questions. Est-ce qu'on a bien compris le message? Est-ce qu'on a bien compris les critères? Un peu comme ce que Véronica disait, c'est important qu'on puisse partager les deux parties, les informations qu'on a besoin et où est-ce qu'on veut aller. Donc, si on ressent qu'il y a un point d'interrogation qui vient dans notre tête, là, ayez pas peur de poser des questions. Je pense que c'est la clé de pouvoir vraiment faire concrétiser le projet au lieu de se retenir, là, mais on se lance là, on se lance vraiment dans l'action de cette façon-là. Oui, je voudrais ajouter aussi quelque chose. Je pense que les prêteurs doivent aussi beaucoup plus se renseigner sur l'idée de l'entrepreneur
et pousser le bouchon. Par exemple, si c'est un entrepreneur qui a déjà une entreprise sur place, ils doivent faire beaucoup plus d'enquêtes que de juste de dire, OK, si ça ne marche pas, si peut-être tu n'as pas plus d'expérience dans le domaine, tu ne sais pas de quoi il est question, donc tu ne peux pas donner de prêt, c'est un problème. Donc, si on enchaîne à notre deuxième question qui est sur les communications virtuelles qui sont de plus en plus importantes dans ce qu'on vit de nos jours, est-ce que ça a un impact sur les relations entre les prêteurs et les femmes entrepreneurs? Qu'est-ce qui est votre opinion? Qu'est-ce que vous avez vécu de ce côté-là dans les derniers temps? Je peux commencer? Oui, Fanny, vas-y. J'ai aussi mon expérience personnelle avec cette communication virtuelle. Donc, j'ai voulu avoir un prêt il y a quelques temps et l'application, pour soumettre cette application, c'était en ligne avec une banque. Ce que j'ai fait, j'ai soumis l'application, mais apparemment, j'ai fait une erreur. Il y avait des informations qu'ils ont demandées, j'ai fait une erreur. Et parce que j'ai fait cette erreur, il a fallu que j'attende que la banque soit officiellement ouverte avant de recevoir ou bien avant, Donc, ça m'a empêché. Je n'ai pas pu avoir le prêt et même la procédure n'a pas abouti. Le processus, oui. C'est ça? Oui. Okay. Donc, pour moi, c'est un problème. C'est bien qu'on ait des communications, qu'on retourne au physique. Virtuel, c'est bien, ça a des avantages, oui, mais bon. Pour ajouter là-dessus, moi, je trouve que c'est ça, c'est important d'avoir une balance entre comme les communications en ligne puis en personne. Les deux sont super importants. Pour moi, en ligne, c'était vraiment, vu que j'étais pas dans la même ville, ni le même, comme quand on a signé le même pays que l'institution bancaire, c'est sûr que les communications en ligne nous ont été vraiment bénéfiques. Puis aussi, ça a pu aider la fluidité quand que l'institution bancaire ont pu communiquer avec les avocats, les comptables, tout de façon en ligne, mais les contacts personnels téléphoniques étaient quand même importants durant le processus. Là. Denis, oui? Oui, si j'étais pour ajouter, c'est sûr qu'une des épreuves, c'est que par rapport à l'efficacité parfois, surtout que du point de vue où on peut être en personne, c'est sûr que dans certains apports administratifs, genre remplir les formulaires et ainsi de suite, c'est sûr que lorsqu'on pouvait faire en personne, on apporte la paperasse, on peut guider la personne directement pour s'assurer d'une exactitude, pour ne pas faire de revenir au client ainsi qu'à l'institution financière ou au département de crédit ou quoi que ce soit, qui fait que l'avantage, c'est sûr que, point de vue de proximité, on est tous disponibles. N'importe qui qui a une connexion Internet peut se parler en temps et lieu. Je trouve que ça nous force à respecter les échéanciers, puis on peut contacter plus de personnes versus être sur la route, qu'on perd du temps avec la conduite et d'autres distractions potentielles, qui fait que ça nous rend beaucoup plus efficaces. Mais l'expérience et l'efficacité, c'est sûr que c'est moins simple, qui fait que oui, je trouve que parfois on a besoin de prendre ça en considération, où les deux côtés ont besoin de s'efforcer de plus en plus pour trouver des façons innovatrices pour être plus efficaces, pour s'entraider, pour que le processus soit respectueux des échéanciers et des attentes. De mon côté, moi, j'ai trouvé que c'est justement dans le même ordre d'idée, c'était beaucoup plus rapide et efficace parce que je vois des patients toute la journée. Fait que me libérer un après-midi pour aller remplir de la paperasse, de mon côté, c'est moins avantageux que si je peux faire ça hors de mes heures de bureau. Fait que je trouvais, dans le fond, que la communication virtuelle, justement, c'était beaucoup plus efficace de mon côté et plus convenient, comme on dit. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. La seule chose que je pourrais dire, c'est quand on fait des communications virtuelles, des fois, selon certaines situations, tu sais, certains emails, courriels, messages textes, des fois, ça peut être moins bien interprété ou moins bien... des fois, c'est plus difficile d'exprimer nos idées, nos inquiétudes, etc. Fait que c'est sûr que je trouve qu'on perd un peu le côté humain, mais d'un autre côté, quand tu sais, moi, mon directeur financier, dans le fond, qui est Vincent, nous a beaucoup aidé à faire le lien entre les deux. Fait que, tu sais, on avait quand même un support téléphonique ou sur place si on avait besoin.
ou autant qu'on pouvait remplir toutes nos choses, dans le fond, en ligne ou se faire par email. De mon côté, là, ça m'a sauvé énormément de temps, justement, à éviter de me déplacer, éviter de canceller des patients aussi. Fait que de mon côté, moi, j'ai eu une expérience quand même positive avec ça. Là. Ouais. Merci. Moi, si je peux continuer là-dessus, pandémie oblige, le monde virtuel a pris beaucoup plus de place, puis ça, malgré plusieurs. Puis aussi, il n'y a pas juste les problèmes de communication, mais des fois, c'était des problèmes d'accès à Internet. À un moment donné, quand tout le monde s'est en allé en télétravail, là, l'Internet, c'était pas toujours évident. C'est sûr que pour certains processus, ça facilite. Par contre, comme plusieurs l'avaient mentionné, la proximité, faut aussi faire attention de pas perdre ça, puis de justement pouvoir accompagner les membres ou les clients avec certains problèmes qu'ils pourraient avoir. C'est pas tout le monde qui ça fonctionne bien, l'Internet ou les procédures de façon virtuelle. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, puis que je suggère aux femmes entrepreneurs, c'est qu'il y avait certains regroupements de gens d'affaires qui n'étaient pas nécessairement accessibles pour quelque raison que ce soit, des chambres de commerce, regroupement, un tournoi de golf juste pour des femmes d'affaires. Je me mets dans la position de quelqu'un qui a une clinique puis qui est docteur, de partir 4-5 heures aller jouer au golf, c'est peut-être pas nécessairement idéal. Puis, on changeait ça pour des déjeuners de femmes d'affaires. Il y en a dans des places rurales où est-ce que, malgré qu'on ait il y a des milliers de femmes d'affaires au Canada, la distance faisait en sorte que c'était plus difficile. Il y en a avec des wine and cheese, si vous me permettez l'expression anglaise, mais de façon virtuelle. Donc, ça, je trouve que ça allait amener un certain maillage entre femmes d'affaires, puis de pouvoir discuter ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Des fois, de partager ces réalités, bonnes ou mauvaises, ça peut bénéficier à plusieurs. Donc, c'est ça. Moi, en voyant ça, le COVID, moi, de mon côté, je vois l'aspect opportunité, l'opportunité qui nous a fait pousser à innover, qui nous a fait pousser à innover sur la technologie, qui a vraiment, il y a des points forts et des points faibles. Moi, je focus sur les points forts, le positif, que la proximité et l'efficacité a été vraiment mise en évidence là, pour les entrepreneurs, que Véronica l'a bien expliqué. Là, on reste à l'office. Les documents sont signés électroniquement, donc la journée continue. Moi, c'est ça que je vois au niveau d'avantage. Autant que pour un directeur de compte que parfois se déplace lui-même voir son client, les deux sont gagnants, là, évidemment. Donc, pour la dernière question, si vous avez un conseil à donner à un prêteur qui veut développer puis entretenir des relations positives avec les femmes entrepreneurs, qu'est-ce qui serait ce conseil-là? Est-ce qu'il y a un volontaire pour commencer? Panique, oui. Oui, je dirais de pousser les enquêtes plus loin. Oui, de ne pas... parce que souvent, j'ai comme l'impression que tout ce qu'ils font est bâclé. Oui, peut-être si une femme a besoin d'argent, peut-être parce qu'elle est entrepreneur, elle veut grandir son entreprise. Et souvent, c'est « oh oui, oh non ». Mais après, tu te dis en une semaine, quelqu'un te dit non, qu'est-ce qu'il a donc fait en une semaine? Est-ce que c'est assez? Donc, je proposerais que c'est bien de pousser plus d'enquêtes pour connaître beaucoup plus d'entreprises et savoir comment est-ce qu'ils pourront aider l'entreprise. Un mois, oui, mais une semaine, c'est petit. Moi, pour ma part, mon conseil pour le prêteur, ça serait soyez renseignés, soyez au fait de ce qui se passe dans la réalité de votre entrepreneur, mais dans ce secteur d'activité-là aussi. Parce que des fois, ça peut donner des outils, des pistes, aider, éviter certaines erreurs ou même faire bonifier un bon coup qui pourrait être fait. Soyez au courant, puis soyez à l'écoute. Puis la communication, c'est la clé. La communication, la proximité, c'est la clé du succès, puis c'est ça qui va faire que les relations vont être bonnes, tant pour le prêteur, puis pour l'entrepreneur qui va pouvoir faire croître son entreprise. Merci.
Ce que je vois aussi qui donne vraiment avantage, exemple, qu'on se rencontre ou que j'ai une discussion avec un ou une entrepreneur, en cause moi, je les classe dans toute la même peau, là. Autant les entrepreneurs hommes que les femmes, je les généralise que ils ont une vision, ils ont des objectifs, ils ont des rêves, ils veulent accomplir, ils ont plusieurs chapeaux, donc je les mets tous ensemble, moi, là. Quand je jase avec des gens qui sont dans le start-up ou qui ont une idée dans la tête, je mets beaucoup de l'accent sur bâtis-toi un réseau de contacts. Et quand je dis un bâtis-toi un réseau de contacts, il y a plusieurs choses là-dedans, mais certains gens professionnels, mais aussi des gens qui ont déjà marché le terrain. Et quand je dis déjà marché le terrain, qui sont déjà entrepreneurs. Donc, on peut rechercher des mentors, on peut rechercher des comptables, des avocats. Donc, des gens qui vont vraiment mettre en sorte, qui vont faire bouger, qui vont mettre en action que ce n'est pas des gens qui sont négatifs puis qui mettent de la pression à te décourager totalement sur ton projet ou sur le rêve que tu as. Bâtis-toi ton réseau de contacts sur des gens qui croient en toi et deux, qui puissent te supporter là, dans ton projet. Donc, moi, quand je rencontre ces gens-là, c'est qu'on commence à brainstormer un peu de dire comme qui sont les contacts que tu as, à qui as-tu fait affaire, as-tu jasé ça avec des gens? Et bien souvent, moi, c'est que je les réfère à les CBDC de la région. Donc, les CBDC ont des programmes ils ont de l'aide aussi pour pouvoir aider les gens qui sont en start-up. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un bon avantage là, que l'entrepreneur peut prendre du jour 1 et mettre en application. Et qu'est-ce que ça fait en sorte, c'est que le prêteur contribue au succès potentiel avec l'entrepreneur. Donc, ça déjà, là, ça bâtit un réseau de confiance et un réseau de dire que, bon, on est en train de bâtir une relation. Donc, c'est là ce que je peux voir qu'il y a un win-win là-dedans. C'est que moi, je t'aide et en retour, on bâtit un réseau de contacts qu'on est capable d'avancer. Merci. Moi, mon conseil pour les prêteurs, ça serait, je vais revenir encore sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est vraiment de garder un respect dans le sens que chez les femmes entrepreneurs, surtout les jeunes femmes entrepreneurs, je trouve qu'on n'est pas très prises au sérieux, surtout des fois par des institutions financières qui vont avoir été mis en place et avoir leurs activités depuis de nombreuses années. Fait que dans le fond, de vraiment garder un pied d'égalité avec tous les entrepreneurs, un peu comme Vincent disait, les mettre tous dans un même bateau, bien ça, c'est le fun à entendre, mais c'est pas nécessairement la réalité. Tu sais, souvent, les gens, il va falloir plus débattre notre idée, nos points, nos opinions. Fait que c'est sûr que pour le prêteur, garder un esprit ouvert sur qu'est-ce qu'on veut faire, se renseigner, tu sais, comme on a dit plus tôt, garder une bonne communication, établir des critères clairs sur qu'est-ce qu'on recherche ou qu'est-ce qu'on doit démontrer, tu sais, avec notre idée d'entreprise pour, dans le fond, vous faire embarquer dans le projet, tu sais, aussi. Fait que ça serait vraiment à ce niveau-là, moi, je trouve, encore une fois, le respect, respecter les idées, respecter, dans le fond, avoir une communication de base, si on veut, là, qui va être quand même claire. Fait que ça, c'est des choses que je trouve qu'on est confronté au quotidien en tant que femme. Puis ça, c'est sûr que c'est plus challengeant et des fois frustrant là, dans le milieu des affaires, mais on fait avec. Merci. Je suis d'accord avec Véronica. Puis aussi pour les prêteurs, de garder comme une ouverture d'esprit, là, c'est vraiment important. Puis aussi de mettre des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'ils s'attendent des femmes entrepreneurs ou des hommes, peu importe. Puis la facilité d'accès, c'est sûr que c'est quand même c'est important. Puis un atout pour les institutions financières. Merci. Denis, est-ce que tu as ajouté quelque chose? On a fait pas mal le tour, vraiment. Mon plus gros conseil pour un prêteur, c'est qu'il n'y a aucun détail qui est trop petit. Il n'y a aucune information qui n'est pas importante, puis il n'y a aucune question qui n'a pas rapport. On essaie de notre part probablement de comprendre du mieux possible. Une des choses à faire aussi, c'est d'utiliser, je pense que Vincent a fait un très, très, très bon point, où ce que on n'a pas besoin de seulement bâtir notre réseau, mais on a aussi besoin d'utiliser des antécédents, pas pour créer une culture ou une base de constance, mais utiliser l'expérience soit positive ou négative pour apprendre à connaître
non seulement des tendances économiques, micro, macro, mais on a aussi besoin de connaître les joueurs importants. On a besoin de connaître aussi certains secteurs. C'est quoi les épreuves? C'est quoi les besoins? Est-ce qu'il y a des saisonnalités? On le voit dans notre terrain, dans notre région aussi, où il y a certaines business que c'est sûr, il y a des peaks and valleys. Là, il y a la montagne russe qu'on appelle, où on peut être riche quelques mois puis être pauvre quelques autres mois, qui fait qu'il faut vraiment couvrir chaque détail pour faire un encadrement. Je pense que les prêteurs ont vraiment besoin de creuser dans les détails, puis ne pas avoir peur de poser les questions peut-être sensibles et difficiles, mais pas dans l'objectif de challenger pour nier, refuser, mais c'est pour une compréhension afin de gérer les attentes, faire sûr que c'est un bon mariage aussi pour le bénéfice du client. Alors que nous nous apprêtons à clôturer cet événement, nous tenons à remercier les panélistes et tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter la conversation. Nous avons déjà très hâte à notre prochaine session dans le cadre de cette série de panels de discussion. Nous aimerions rappeler que Prêteurs Novateurs fournit une boîte à outils en ligne gratuite, un blog et un contenu dynamique pour les employés des institutions financières qui accompagnent les femmes entrepreneurs vers le succès. Si vous êtes intéressé d'en apprendre davantage sur le thème d'aujourd'hui, nous vous invitons à visiter notre site web et consulter l'outil numéro 4. Nous vous encourageons également à vous inscrire à notre infolettre en ligne et à nous suivre sur les médias sociaux. Nous sommes actifs sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de Prêteurs Novateurs. Nous vous souhaitons une belle journée et nous espérons que vous allez nous joindre pour le prochain panel de discussion.